Des jeunes t'ai annoncé ça, et nous allons diffuser l'interview que Robertson a réalisé avec professeur Marlène Do au sujet de l'ouvrage The First and the Last King of Haiti, The Rise and the Fall of Henri Christophe. Le premier et le dernier roi d'Haïti, l'ascension et la chute d'Henri Christophe. Interview ça a été faite à Washington. Nous invitons à écouter. Professeur Marlène Do, bonjour, bonsoir. C'est un honneur et un plaisir de vous rencontrer. Comment ça va? Ça va bien, c'est un grand plaisir pour parler avec vous cet après-midi. Plaisir assez pour moi. Ou c'est un historien, ou c'est professeur français et African Diaspora Studies dans Yale University, ou c'est auteur de plusieurs ouvrages qui sous table avec nous là. Ericking the Ashes, an intellectual history of the Haitian Revolution, Marlène Do. A history of Haitian literature, encore c'est Marlène Do avec Kaima L. Glover. Mais le prétexte de conversation ça, c'est un ouvrage, mais vraiment, maman pain bas. Si je peux utiliser mot ça, un ouvrage tête chargée, un gros travail qui prend 10 ans de recherche. Et le titre là, c'est The First and the Last King of Haiti, The Rise and the Fall of Henri Christophe. Marlène Do, merci pour le travail. Mais avant de nous rentrer dans le travail, parcours académique ou travail, intérêt pour l'histoire, pour qui ça Christophe t'intéressé ou, pour qui ça Rising et Fall t'intéressé ou, Christophe, relation avec Toussaint, relation avec Dessalines, implication dans le complot pour assassiner Dessalines. C'est 13 ans d'empire, vision politique, citadelle, sans souci, l'aristocratie noire que Christophe a établi. Il dit son roi bâtisseur, un roi visionnaire, qui dit c'était un dictateur, qui a plusieurs interprétations de Christophe. Et est-ce que on rend justice ou pas? N'a pas pour nous connaître ça chercheur là joindre notre travail li fait yo et gon parti dans Christophe qui gon actualité je dis qui extraordinaire et ou dit dans interview by consommeur Jacqueline Charles du amiral Christophe pas de vent haïtien il pas de vent nous les te gain discussion pour restitution de la dette de l'indépendance c'est parti ça m'a dit là voilà comme fait chef de poule nous peut-être au moins Christophe te gain dignité pour le camper mais en tant que chercheur ou présenter figure historique dans toute complexité yo dans faiblesse yo dans force yo pour rendre bail public là et m'a très intéressé à connaître ou même qui fait travail ça qui ça ou envie que public a retenu mais avant nous rentrer là Marlène Do c'est qui est en fait moi me fait Californie nous t'ai discuté un petit bagaille sur ça Southern California maman moi il fait Port-au-Prince mais vient comprendre que grand-mère moi il fait Jérémie m'ta remé grand-mère moi fait Cap-Haïtien peut-être parce que selon études moi mais en fait Jérémie ville de poète ça va c'est pas mal je dois dire j'ai jamais visité Jérémie mais connais là mais moi envie visiter ville ça pour mieux connaître mais m'a écrit un livre qui relait In Search of Grandmother's Lost parce que grand-mère moi il était gain démence c'est ça dementia yes dementia l'était 12 ans l'était gain 12 ans et puis c'est pour qui ça me pas vraiment connaître et c'est lui-même qui gagne l'histoire famille nous et maman il était venu aux États-Unis il était 13 ans il était quand il vit ça en Haïti tout ça mais il pas connaît histoire famille vraiment et me senti un genre de tristesse parce que me voulais connaître pour qui ça grand-mère moi il était déménagé aux États-Unis, il était allé Californie, il pas allé Miami et puis il était fait recherche sur généalogie et il était allé Miami, il était trouvé papier immigration, il était resté avec 3 familles, il était nounou femme de ménage quoi et il était fait témoin pour lui pour papier pour dire que c'était un monde de bon caractère pour il était signé tout ça il y a adresse yo et il était pas le bon recommandation ouais il pas le bon recommandation
c'est qu'on y a un contact physique avec The First and the Last King of Haiti. Zamim Jacqueline Charles dit que la prose de cet ouvrage l'a frappé. C'est pas un ouvrage de fiction, mais son travail de recherche, mais la prose, c'est une bagage qui t'est frappé. Mais c'est parce qu'on tracé et arbre généalogique ou famille ou grand-mère ou qui marquait ou pour écrire ouvrage ça, Marlindo, il prend 10 ans de recherche. Le récit Jamdilala, c'est un récit prosaïque pour camper Henri Christophe de son essor à sa chute. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Oh, là, m'te fait études moyennes, m'te lit en pile parce que m'te fait mes études moyennes en littérature. Des îles Caraïbes, mais sous Haïti. Parce que m'te comprendre que y a en pile auteur, bien sûr, haïtien, mais de 19e siècle. Et yo t'es pas connaît, moun parlait pas. Yo parlait des écrivains du 20e siècle, plus passé. Et puis, m'te rencontré Christophe comme un personnage, littéraire, tout d'abord. Mais c'était un personnage fantastique dans la littérature, ça. Les dictateurs, les maniaque, les en pile bagaille, mais il pas vraiment, yon personne. C'est pas vraiment, yon personne qu'on peut comprendre dans côté littérature. Et puis après, m'te lit, gros livre, Virginie Leconte, qui t'a fait un travail colosse. Surtout, l'aime penser dans les années 1930, il pas gain accès, archives, il pas gain accès en pile bagaille, mais il t'a fait un livre qui était, très informé, très important, et il m'a lu le livre ça, et puis il m'a lu le livre en anglais de Hubert Cole, sur Henri Christophe. C'est une biographie des années 1960, quoi. Mais, en fait, il était copié Virginie Leconte, il était traduit dans un certain sens, et c'est pour ça, et puisqu'il a fait ça, après, il était inventé bagayo, parce que dans le moment ça, il y a un pile écrivain qui t'a fait, pièce de théâtre, tant que Derek Walcott, Aimé Césaire, bien sûr, C.L.R. James, et Alejo Carpentier, il était écrit son roman très célèbre, The Kingdom of This World. Et ça, Christophe, il était présenté, il tant que, c'est pas un être humain, c'est... Son personnage de fiction, de roman presque. Et maintenant, c'est, pas vraiment, pièce de théâtre ça, parce que, genre, moun, te lit, pièce de théâtre, comme vérité, comme biographie. Je pense que dans puisqu'il y avait rien de remplir ce désir de le connaître, les gens, ils ont tourné vers la littérature, et puis après, il y avait la mythologie, et c'est ça que je voulais. Ou dit, ou te voulais joindre plus concernant la vie, Christophe. C'est ça. Ça, joindre. Ça. Ok. Tout d'abord, t'es un monde qui dit, Christophe, il était fait, Saint-Christophe, Saint Kitts aujourd'hui, l'autre île Caraïbes, bien sûr la Grenade, etc. T'es un même monde qui dit, il était fait Haïti, le Saint-Domingue en fait. C'est difficile, mais c'est pas difficile. Connaître vérité, parce que si nous nous pas qu'à connaître, c'est pas une licence pour inventer, mais c'est ça qui s'est passé. Et puis, ouais, très bien que même dans le document, on pourra montrer ça ce soir, à Souéa, que, il était dit, né à la Grenade, parce que c'est le Baron de Vathey qui l'a écrit dans une biographie Christophe, il était publié, livre ça, pour Christophe, lorsque Christophe était toujours vivant. Alors, il n'y a pas une raison pour ne pas croire ce que lui-même il a dit. Il a marqué sa date de naissance dans les almanachs royales. Je les ai numérisés sur mon site web, lagazetteroyale.com, comme ça, parce que je veux que les gens accèdent à cette information. Je ne veux pas que c'est juste des chercheurs et chercheuses des États-Unis ou de l'Angleterre ou de la France qui peuvent accéder, parce que c'est triste que c'est pas en Haïti ces documents, c'est ailleurs. Et aussi cette histoire de Christophe à la Savannah, Georgia.
je voulais savoir. Et encore, c'est Banderatic, il confirmait, il lutté dans une bataille ça, il était blessé, et puis après, il était à Saint-Domingue. Il était pas l'anglais, maman était pas l'anglais. Maman Christophe. Ça c'est, ok, alors, Grenade, là, c'était une colonie française, et puis après, les Britanniques l'ont conquéri 3 ans avant naissance Christophe. Alors, nous pas connaissons identité maman ni, mais c'est fort probable que l'ité parlait français, créole, etc. Et puis après, lui-même, il parlait anglais et français parce que là, il était parlé avec William Wilberforce, fameux abolitionniste britannique. Il était dit, nous qu'à parler anglais si c'est plus facile. The First and the Last King of Haiti, The Rise and the Fall of Henry Christophe, il prend 10 ans de recherche. Au fait, t'as dit là, Marlindo, comment son travail pour aller chercher papier, almanach royal, chercher, et archivio et papier, Angleterre, New York, en France, Italie, Haïti, et Madame Ni, c'est Marie-Denise de Coy-Davy, petite li qui est exilée en Italie, là, elle cherche dans l'archive, ça rejoint. C'est genre un pile bagaille, c'est ça, parce que ça me pensait, c'est, si j'ai c'est une personne noire, yo dit, dans l'académie, nous pas qu'à connaître. Si nous pas qu'à connaître, pour qui ça, nous pas faire recherche, nous pas qu'à connaître. Et puis, il y a pas quelque chose contre cette idée de ce qu'ils appellent critical fabulation, c'est lorsque, ou pas connaître, ou pas inventer, mais, ou faire une spéculation pour donner, pour bailler une idée. Une hypothèse. Hypothèse, mais plus passer ça, c'est imaginer yo. Tant que Marie-Louise, si nous pas connaissons s'il était esclavisé ou pas, pas quoi, il était esclavisé, mais montrer dans le livre ça, j'ai trouvé un pile preuve que il était né avec statut libre, mais nous pas dit il était triste lorsque maman était mouru. Mais ça, me voulait faire, c'est pas ça. Parce que, moi, trouvé ça peut être une excuse pour ne pas regarder vraiment, pour pousser la recherche, parce que je trouve que lorsque les sujets sont des Américains, on veut trouver tout le papier. Il y a une biographie de Martin Luther King Jr. qui est réécrite par des différents auteurs chaque 5 ans, des grandes biographies qui ont des Pulitzer Prizes et des choses comme ça, parce que chaque fois que un chercheur ou une chercheuse trouvait quelque chose de nouveau, ça mérite une autre biographie. Et je trouve que c'est une façon de Haitian exceptionalism peut-être, je sais pas trop, de cette idée que on a besoin, si on a une biographie, c'est tout. Ça y est, on a fait notre travail et qu'on doit pas vraiment rechercher chaque preuve, chaque pièce de son identité. Et merci pour cet engagement et cette passion et ce questionnement permanent de l'histoire en fonction des documents trouvés, des analyses et des thèses qu'on peut confirmer et refuter. Mais de la difficulté, justement, Marlendo, d'avoir accès aux archives. Malheureusement, nous autres Haïtiens, nous avons une relation détestable avec les archives historiques d'Haïti, à Port-au-Prince, à Poste-Marchand, sont dans un piteux état, dans un espace, probablement qui a été aujourd'hui vandalisé. Est-ce que l'historien a quelque chose à dire à Haïti, aux Haïtiens, aux académiques haïtiens et du monde sur la nécessité de préserver les archives? Oui, parce que ce que j'ai écrit dans Awakening the Ashes, c'est ce qui m'a inspiré, parce que j'ai vu que les premiers historiens haïtiens, ils avaient une adoration, mais aussi un sens de responsabilité pour les archives. En fait, les premières histoires haïtiennes, pas Thomas Madieu, Beaubrun Ardouin, Saint-Rémy, je parle de Juste Charlotte, de Baron de Vaté, de tous les historiens de côté de Christophe, et même Bois-en-Tonnerre, sous Dessalines, ils ont ajouté des appendices à leur livre d'histoire pour préserver les documents. Et puis après, lorsque je vraiment regardais là-dedans, je trouvais même Toussaint Louverture dans ses pamphlets. Il a fait ça, même André Rigaud et Julien Raymond, parce qu'ils connaissaient déjà que les Français voulaient dire une histoire qui n'était pas vraie.
Et c'était au début de 1780 que Julien Raymond, il dit, non, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé, c'est comme ça, et j'ai les documents pour prouver le cas. Et après, on avait l'instant de Pradine avec son gros travail constitutionnel, que les premières histoires haïtiennes étaient aussi des archives. Et je crois qu'il faut que on se rappelle de ça, que lorsqu'on pense que est-ce que c'est important il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui meurent, est-ce qu'on va sauver des documents? Oui, on va sauver des documents parce que nos ancêtres, ils voulaient qu'on sauve les documents parce qu'ils savaient que les étrangers allaient créer une histoire qui pouvait nuire aux Haïtiens, pas seulement dans un côté intellectuel ou historique, mais de fait, en fait, ils peuvent dire que la révolution haïtienne, par exemple, c'est parce que les Noirs voulaient tuer des Blancs. C'est pas logique. On peut regarder, on n'a pas besoin de beaucoup d'années d'école pour comprendre que si quelqu'un est esclavisé, c'est naturel, c'est ce que, en fait, Julien Raymond a dit, et lui-même, il était d'une famille d'esclavagistes. Il a dit, n'est-ce pas naturel que l'esclave voudraient sa liberté? Est-ce qu'ils avaient besoin des abolitionnistes pour les pour le faire? Votre point est très important et il faut préserver sa mémoire, ses archives, être quelque part maître de l'histoire nationale, du storytelling. C'est très important pour l'identité d'un peuple. Oui, et aussi parce que pour l'avenir. Aussi parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'optimiste, que même lorsque les choses étaient très très mauvaises, à Saint-Domingue surtout, pour dire il y aura un avenir. Et en fait, c'est ce que Antonio Firmin, grand anthropologue de fin du 19e siècle, il a dit, lorsque je pense à Toussaint, Dessalines, Christophe, etc., même si on dit, oh, ils ont fait ça et ça, cette erreur, mais on doit aussi penser que après tout ce qu'ils ont survécu, pour avoir une idée que je veux mener un peuple libre, je veux créer un pays libre, on doit apprécier ça. Même si on peut les critiquer, on peut les dire, ah, ça c'est un faux pas, etc. Christophe est particulier. Christophe est immense. C'est l'une des rares figures de la Révolution haïtienne qui laisse des traces, je dirais, physiques de son génie, de sa mégalomanie, de sa volonté de créer la citadelle, sans souci, ramier. Les documentations que l'on a pu trouver sur l'aristocratie noire, sur sa vision politique. Mais Christophe aussi, c'est un personnage complexe qui a ses ombres et ses lumières. Est-ce que vous avez pu toucher, palper les ombres et les lumières du personnage? Oui, parce que, et c'est ce que je devais résister, en fait, c'est de me laisser être séduit par sa stature. Oui. Même sa figure, la peinture de la fameuse peinture de lui, etc. On a l'idée que ça c'était une personne magnifique. Et je trouve que c'est vrai sa vision. Il n'y a pas une vision comme selon celui qui lui celle qu'il avait lui. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé, c'est que lui-même il savait que voilà, ici. Et c'est ça que je voulais trouver le moment où il savait, ah non, maintenant, je suis allée un peu trop loin. Et je trouve que ça, c'était après qu'il a eu son, stroke, comme on dit en anglais. On a dit apoplexie quand j'étais petit. Bon, c'est ça que j'avais appris. Mais c'était trop tard. Parce que il savait, mais je trouve que il voulait pas prendre les reins de l'État, prendre les rênes, la direction. Oui. Ouais. En fait, il était poussé dans une certaine manière parce qu'après la mort de Dessalines, l'assassination de Dessalines, en fait, il avait un choix. Il pouvait aller avec les gens du Sud, de Pétion, etc., et où il pouvait aller contre eux. Et tout d'abord, avant qu'il était contre eux, il était avec eux. Il y avait un moment où il a dit, il vaut mieux que je suis leur part, il vaut mieux être leur ami que leur ennemi. Est-ce qu'il a participé au complot pour assassiner Dessalines? Moi, ce que j'ai écrit dans le livre, c'est que je ne pense pas que il a connu ce qui s'est passé avant que c'est passé. Je pense vraiment que il était un peu, il trouvait ça, il était étonné.
parce qu'il a écrit comme 19 lettres le jour où il a compris ce qui s'est passé, ou bien il y avait une personne qui est venue pour lui dire, et il ne le croyait pas. Alors il écrivait 19 lettres ce jour-là, et dans ces lettres, il avait vraiment l'air de vouloir savoir ce qui se passe. Et au sud, il savait qu'il y avait une révolte, parce que c'est Dessalines lui-même qui l'a informé, parce que comme lui, il était chef de l'armée, etc. Mais il a informé que un jour avant qu'il allait partir, c'est-à-dire 2 jours, je pense, 1 ou 2 jours avant qu'il était assassiné, qu'il allait aller au sud. Alors c'est pas normal. Alors il y avait un problème entre les deux. Alors ce que Baron de Vatay a dit, c'est que Pétion, il a convaincu Dessalines que c'était Christophe qui était contre lui, et il l'a cru. Et c'est pour ça que Dessalines s'est éloigné un petit peu de Christophe. De Christophe. Mais un autre personnage, je sais pas si vous avez trouvé ces traces, Jean-Jacques Capois la mort, qui a été assassiné à Limonade avant l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, et on prétend que Romain et d'autres généraux étaient dans le complot, et il semble que Christophe était aussi au courant. Oui, Christophe et Dessalines et tout, parce que c'était sous les ordres de Dessalines. C'était très clair, parce que Christophe l'a écrit, il a informé de tout ce qui se passait, parce qu'il y avait une révolte à l'est, à côté de la frontière avec l'est, et Capois la mort, il a été comment dit-on ça, promu. Il a reçu une promotion pour être commandant du Nord, mais il écoutait pas, il suivait pas les ordres, parce que Christophe, il a écrit beaucoup de lettres à Capois pour lui dire: vous n'écoutez pas, que vous avez trouvé. Oui. Et en fait, c'est cela. Ah oui. Ok. Ah oui. C'est dans le chapitre Empire's Fall. Ok. Et Dessalines a donné des commandes pour le tuer. C'est ça. Dessalines a donné des commandes pour tuer Capois. Pour le punir. Mais je pense que peut-être Capois a essayé de faire une rébellion. C'est ce qu'on connaît pour certains, il était censé être arrêté sous les ordres de Dessalines, mais ce qui s'est passé entre ce moment et le moment où il est mort, parce que d'une lettre à l'autre, c'est feu Capois. Dans un moment, Christophe, il dit à Dessalines: j'ai suivi vos ordres, j'ai demandé à Capois de venir de suite avec ses 2 aides de camp, etc. Et puis, la prochaine lettre, il dit feu Capois à Dessalines. Ouais. Mais quand vous palpez tout ça, là, je suis en train de frémir. J'ai pas encore lu le livre, et je le touche, là. Je suis, à la section culturelle de l'ambassade d'Haïti, à Washington, où vous allez donner une conférence dans quelques instants. Et là, ça me brûle de pouvoir toucher ça. Et la curiosité est là. Maintenant, il y a, l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806. Et à un certain moment de la durée, le split entre entre Pétion et Christophe. C'est un moment marquant dans l'histoire d'Haïti. Et comment est-ce que qu'est-ce que vous avez vu de ce moment-là? En quoi est-ce qu'il a impacté l'Haïti d'aujourd'hui? Oui, en fait, c'était un moment très triste, parce qu'il y avait un moment parce que Christophe, il a essayé d'envahir Port-au-Prince, la ville de Port-au-Prince. Il a accepté d'être chef d'État temporaire. Et puis après, évidemment, les sénateurs, qui s'est désigné des sénateurs au sud, ils ont dit: OK, on a élu Christophe. Et Christophe a été informé qu'il a été élu. Mais en ce moment, c'est fin décembre 1806, il ne voulait plus. Parce que il pensait... Il y a des gens qui il avait un paranoïa, etc., parce que il pensait: ils vont me tuer. Je vais rentrer à la ville de Port-au-Prince, ils vont me tuer comme ils ont fait à Dessalines. Il n'avait pas de confiance en eux, mais ce qu'il a décidé de faire, c'est d'envahir la ville, et il voulait les enlever, de faire une rébellion contre l'idée de la République que eux ils voulaient, Pétion etc. voulaient créer. Et puis il s'est arrêté devant Port-au-Prince, parce que il a dit, c'est ce qu'il a dit Christophe, il a dit qu'il voulait pas tuer des autres Haïtiens. Il avait une vision
qu'est-ce qu'on va faire? Avant, on a tué des Français, des Anglais, des Espagnols, des ennemis, quoi, qui voulaient nous mettre dans des chaînes. Est-ce qu'on va se tuer nous-mêmes entre nous maintenant? Ça fait pas de sens, c'est pas logique. Mais ce qui s'est passé après, c'est il y avait une guerre civile et en fait il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de violence. Et pour Christophe, alors ça c'est un peu parce que lui et ses écrivains, ils ont aussi créé des fictions dans un certain sens. Ils ont dit toujours que c'était Pétion qui était l'agresseur parce que leur preuve c'est que Pétion il essayait toujours de capturer Mole-Saint-Nicolas, le port de Mole-Saint-Nicolas, parce que bien sûr c'était beaucoup plus facile pour lui de faire des échanges avec ou bien de commerce avec des autres pays s'il avait un port au nord. Port-au-Prince, en fait, c'est pour les Européens, c'était un peu plus difficile pour arriver à Port-au-Prince. Alors, il voulait un port au nord. Il a essayé pendant longtemps de prendre le port de Mont-Saint-Nicolas et Christophe, il a utilisé ce fait pour dire que c'était Pétion qui voulait la guerre civile, que c'était Pétion qui était l'agresseur, que c'était lui qui voulait l'unification de tout réunir. Et en fait, il était triste, Christophe, qui n'a pas réussi de faire ça. Et Christophe, c'est sa naissance, c'est son ascension, c'est sa blessure à Savannah, c'est son engagement, c'est sa curiosité, sa grande intelligence, sa vision, ses relations diplomatiques, sa vision d'un commerce très élargi avec les puissances économiques de l'époque. C'est l'établissement d'une royauté à l'opposition d'une république dans le reste du pays, dans le sud. Et Christophe, c'est celui qui a eu ses lettres de noblesse pendant la guerre de l'indépendance, qui a dit on va incendier la ville et même sur les centres de cette ville on va vous combattre. C'est un personnage de légende, comme je disais tout à l'heure, qui a ses ombres et ses lumières. Aujourd'hui, est-ce que il est important de souligner quelque part que votre ouvrage a l'ambition d'apporter une contribution, d'un éclairage à la vision politique de Christophe? Oui, tout à fait, parce que je voulais montrer que oui, il a battu des forts et des palais et la citadelle, etc. Mais aussi, il avait une vision pour un pays souverain. Par exemple, lorsque la France continuait d'essayer d'envahir après l'indépendance, Christophe, il a fait un embargo contre la France. Il a dit, s'ils vont persister d'essayer de nous envahir, de nous envoyer des espions, parce que c'est ce qu'il faisait, sur le roi Louis XVIII, en fait. Alors, il a dit, OK, on va interdire le commerce avec les Français, parce que ce que les Français faisaient, c'était qu'ils voulaient bénéficier de l'indépendance haïtienne sans reconnaître l'indépendance haïtienne à travers des autres businessmen, des hommes de commerce. Alors, ils utilisaient des bateaux anglais ou bien des bateaux américains, espagnols pour faire leur commerce avec Haïti. Et c'est Christophe qui a dit non. Et c'est lui-même aussi qui a dit non à l'indemnité, parce que c'est Pétion qui a proposé cette idée bête de payer la France pour l'indépendance. Mais Pétion a dit, ce qu'il a dit, c'est une indemnité pécuniaire, comme les États-Unis a payé pour le territoire de la Louisiane. Il a pas dit la même somme qui serait, en fait, c'est beaucoup moins que les Haïtiens ont dû payer, mais pécuniaire comme ça, parce que ça, c'était rien pour les États-Unis de payer la France pour un territoire aussi grand que tout ça. Alors ça, c'était son idée. Alors que ce serait a ratio of territory to money. Et bien, même Christophe, même à cette idée, elle dit absolument pas. Pourquoi est-ce qu'on leur payerait? Inadmissible. Inadmissible. Maintenant, cette question-là, elle a une actualité depuis 2004 en Haïti avec Jean-Bertrand Aristide qui avait poussé pour la restitution et la réparation. Et là, d'autres personnes. Là, je pense à Claude Rib, je pense à d'autres collectifs qui se sont appropriés de la question de la réparation de l'esclavage. Et il y a aujourd'hui beaucoup de travaux, là je pense à l'économiste Thomas Piketty et d'autres. La question de la restitution de la double rançon de l'indépendance a une actualité. Là je pense aussi au travail fantastique réalisé par le New York Times qui a donné une actualité à cette question, intéressé les gens aux questions d'histoire. Sur cette question-là,
quel a été le comportement d'Henri Christophe quand la France envoyait des émissaires pour réclamer cette restitution? En fait, il était coléreux, je vais pas le dire. Enragé. Il était enragé, oui. Oui. Et en fait, il a été accusé d'avoir tué un de ses espions que la France a envoyé, Franco de Medina. Mais en fait, les écrivains du Nord ont persisté. Ils ont dit que non, nous l'avons pas, non, nous l'avons mis en prison, etc. Et voilà. Mais ça, c'était son attitude contre la France. Mais c'est aussi parce que il a détesté la France, non pas seulement à cause de l'expédition Leclerc, qui lui a donné beaucoup de raisons parce que c'était une expédition génocidaire. Alors, mais ils ont tué son fils parce que son fils aîné était en France, François Ferdinand. Il l'a envoyé pour aller aux mêmes écoles que Toussaint Louverture avait envoyé ses enfants et Bois-en-Tonnerre et Rigaud, etc. Mais l'enfant de Christophe, il était là au moment de l'indépendance et en revanche, les Français lui ont mis sur la rue et il a été battu et tué par les Français. Et Christophe, il a toujours parlé à propos de son fils aîné. Mm-hmm. Il ne l'a jamais oublié ça et il a parlé sans cesse. C'est un traumatisme. Christophe, c'est comme le dit le titre de votre ouvrage Marlène-Do, c'est l'ascension et la chute. Les vestiges de l'ascension sont là. Nous évoquions tout à l'heure la citadelle sans souci, Ramier et autres. L'académie qui formait aussi les gens qui appartenaient à la cour royale. C'est The Rising and the Fall. Oui. La chute est toujours douloureuse. 13 ans d'empire. Oui. Et puis l'apoplexie, le suicide, oui, et ce cadavre qu'on n'a jamais pu retrouver. La question que je voudrais vous poser, est-ce que finalement Kon Kikote a enterré Henri Christophe? Ce qu'ils ont dit, c'est que c'est dans la batterie du prince Noël Croix-David, c'est le frère de Marie-Louise, que c'est là parce que le frère de Marie-Louise, il a été tué à la citadelle parce qu'il y avait des éclairs qui ont frappé la citadelle. Je crois que c'était 1818. Il est mort là-bas parce que c'était l'intendant de la citadelle. Et avec beaucoup des autres, il y avait beaucoup de choses détruites en ce moment. Mais Christophe, il a élevé Noël Croix-David, c'est le frère de Marie-Louise. Oui, mais vous dites 1918, Christophe est mort en 1820. Est-ce qu'il y a des traces où Christophe a été inhumé? On dit qu'il a été inhumé dans un endroit tenu secret à la citadelle. Oui, mais ce que des gens qui étaient là ont dit, c'est que c'était dans la batterie de Noël Croix-David, qui était nommé après lui. Mais, et que ils ont mis cette histoire ils ont mis de limestone et tout ça sur lui, je sais pas comment dire en France. Et c'est ça. Mais, on ne sait pas pour ça, personne a recours. C'était ça l'idée de ne pas pouvoir trouver le corps à cause de ce qui s'est passé avec Dessalines. Mais là encore, ça donne encore un côté mythique au personnage. Oui. Et là, oui, vous avez dit dans l'interview à Jacqueline, je reviens encore à mon amie Jacqueline, mais pour qui ça Hollywood pour qu'on fasse un film sur monsieur ça? Là, je suis en train de dire qu'il y a une documentation et des gens qui écrivent peuvent trouver de la matière. C'est la chute, c'est la fin, c'est le suicide et c'est le désarroi pour sa famille. C'est sa femme qui part en exil. C'est un héritage abandonné aux 80. C'est la prise du royaume du Nord par les gens du Sud et c'est la répression. C'est douloureux. Oh oui, et c'est très triste parce que elle devait aller vivre à Port-au-Prince parce que c'est ce que président Boyer voulait. Alors tout d'abord, Marie-Louise allait aller là-bas avec les deux filles parce que aussi Christophe, il était déjà mort, mais s'il était toujours vivant pour voir qu'ils ont tué son autre fils, en fait c'est deux fils parce que Christophe avait deux autres fils. Prince Eugène qui était son fils avant qu'il était avec Marie-Louise, mais il a adoré ce fils aussi. C'est très clair avec les lettres qu'il a écrit. Et puis il avait le prince Victor Henri et ils ont tué son fils avec Baron de Vathey, avec Jean-Philippe D'O, avec tous les gens. Jean-Philippe D'O. Qui n'est pas, c'est pas. Aucune connexion? Je pense pas. Pas que je peux trouver.
Mais vous savez qu'il y a des dos à Saint-Michel-de-la-Tana, oui, et parmi c'est mes amis, il y a Gabriel Do, et entre autres. Et c'est épelé à la même façon. Oui, DAUT. Et il y a Et vous avez des caractéristiques physiques similaires. Je crois vous l'avoir dit la première fois que nous nous sommes rencontrés dans le Michigan il y a 1 an et demi. Oui. Oui, voilà. Alors, elle est partie, elle a demandé de la permission pour partir en Angleterre tout d'abord. Elle est allée à plusieurs années, puis elle est passée en L'Italie, est-ce qu'il y a des archives de ce vécu de Christophe et de Marie-Louise en Italie? Oui, de Marie-Louise, oui, parce qu'elle est morte là-bas. Elle a fait son testament, will. Oui, son testament là-bas. Alors, c'est écrit en italien aussi, mais maintenant ça a été traduit aussi. Et il y avait des documents parce qu'elle était un peu malade à la fin de sa vie. Et ce qui est très triste, c'est que elle a eu une amputation de une de ses jambes en bas de genou. Et le médecin italien, il a gardé sa jambe là, fait un don au musée. Et c'était catalogué au musée, mais ils ont perdu la jambe de Marie-Louise. De Marie-Louise, ok. Mais il y a une notation que c'était là-bas. C'était là. Est-ce qu'il y a des éléments, comme vous avez fait cette recherche pour, c'est notre dernière question, c'est comment est-ce que vous voyez et ce legs à la postérité en tant que chercheuse, en tant qu'historienne? Est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments pour une exploration, une exploitation muséographique de ce grand monsieur, de cette grande, oui, Christophe. Il y en a? Gain matériel pour ça? Oui, gain matériel pour ça, parce que juste Charlotte, il était écrit en pile opéra. Et pièces de théâtre musicales aussi. Et non pas seulement, et plein de chansons. Juste là, il a écrit un livre de chansons de la cour de Henri Christophe. Mais non pas seulement ça, je trouve que sa vie, c'est une vie qui, en fait, il y a plein de pièces de théâtre, mais un musical, c'est plutôt ça? Mm-hmm. Je ne pense jamais qu'il y avait un vrai musical, mais il y avait, comme j'ai dit, des opéras, mais c'était pas à propos de son vie, c'était à son époque, il était toujours vivant. Mais je trouve que ce serait magnifique de faire un projet comme ça. Et aussi, on a plein des autres pièces de théâtre qui pourraient être peut-être adaptées pour faire quelque chose comme ça. Là, on va refermer cette conversation. On aurait pu se parler pendant toute l'après-midi. L'historienne cherche, compile, analyse, soutient une thèse, contredit une thèse, éclaire, clarifie, prouve de nouveaux faits. Il aide à comprendre. Là, je me retire chapeau pour me dire merci pour ce travail ça. Comment est-ce que Marlène Do souhaite que sa contribution soit considérée et appréciée par ses contemporains et les générations futures? Je pense que je sais pas, ça c'est une question très difficile. Je sais que c'est difficile. Parce que je ne sais pas vraiment, parce que ce que je voulais faire, lorsque je faisais mes études de 3e cycle, par exemple, j'avais beaucoup de gens qui me disaient de ne pas travailler sur Haïti parce que tu vas pas avoir de poste. Personne connaît, ils connaissent pas ces auteurs parce que tout d'abord, j'ai travaillé sur Baron de Vathey, Erard Dumel, Boiron Tonnerre, j'ai travaillé sur les écrivains, pas forcément sur les révolutionnaires eux-mêmes. J'ai travaillé un peu sur Toussaint Louverture à cause de ses mémoires, ce qu'on appelle ses mémoires. Alors, je les traitais comme auteurs et, les autres professeurs qui essayaient de me donner des conseils me disaient, parce qu'ils voulaient être gentils, parce que eux, ils savaient pas. Ils disaient, oh, je sais pas, tu vas pas avoir de poste parce que il y a pas assez d'intérêt et les gens, ils ne connaissent pas ces figures, etc. Et j'ai dit, oh, je m'en fiche parce que si je n'ai pas de poste après, je vais juste aller travailler à Starbucks. Je viens pas d'une famille des académiques. Alors, j'ai dit, si je peux pas faire ça, je vais aller à library school, je vais devenir bibliothécaire, j'adore les livres, ou je vais j'avais des idées, j'étais jeune, je vais trouver une position dans une maison d'édition et je deviendrai éditrice. Mais je vais pas écrire une thèse sur un sujet qui m'intéresse pas. Ouais. Et si je ne le trouve pas important.
Alors, c'est ça que je trouve que même s'il y a des gens qui disent pourquoi est-ce qu'elle passe sa vie en faisant une histoire littéraire d'Haïti ou bien c'est pas utile pour nous, pourquoi elle travaille pas sur Shakespeare ou quelque chose comme ça. Je veux que les gens disent que j'ai fait exactement ce que je voulais et si ça pourrait être utile un jour, c'est pour faire un écho à Baron de Vaté, ça pourrait être utile. Mais et moi je dirais que je vais faire écho à quelqu'un qui vous a inspiré, c'est votre grand-mère. J'espère, et je sais, je ne dirais pas j'espère, je sais qu'elle aurait été très fière, et je sais qu'elle est fière de là où elle est. Et vous aviez dit en début d'interview que vous êtes intéressé à plonger dans vos racines, à Jérémie. Et là, la ville des poètes et la prose de votre ouvrage est marquante. Marlène Do, je vous remercie de vous être confiée aux auditeurs de Magic 9 et aux Nouvellistes. Et je vais demander à Nathalie Cardichon qui filme pour nous de couper. Et je vais poser à Madame Do une question en 1 minute et demie pour un clip. Un clip pour parler aux descendants d'Haïtiens. Parce que nous sommes des millions, nous sommes Haïtiens, nous avons en commun cette identité et il nous faut trouver la langue pour nous parler. Pour redire ce qu'ont été nos ancêtres, leur contribution à l'histoire d'Haïti et à l'histoire du monde. Si Marlène Do devait dire à un jeune Haïtien, if Marlène Do have to share it. Tu veux qu'elle le fasse en anglais. Tu commences là maintenant? Oui, là, mettons un terme à l'interview audio. Magic 9, bye bye!